Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel entretien vidéo et long format qui prend aujourd'hui une dimension particulière parce que ce n'est pas toutes les semaines que Mediapart se permet d'accueillir le diable en personne, enfin du moins selon certaines personnes. Bonjour Marwan Mohamed. Bonjour. En effet, là où certaines personnes pourraient voir un statisticien, un ancien trader en lunettes ou un militant associatif, toute une coalition qui va d'Alain Finkielkraut à Caroline Forest, mais même un peu au-delà, voit dans les traits du président du CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France que vous êtes, au mieux un des plus dangereux opérateurs de l'islamisation de la France, voire du grand remplacement. Alors comme Mediapart est parfois accusé aussi d'être au mieux un idiot utile du salafisme, enfin de la salafisation de la France. C'est de ça dont je voulais qu'on discute à l'occasion de la parution de l'ouvrage « Nous aussi sommes la nation », qui était le titre d'une campagne en 2012 du CCIF et qui est maintenant le titre d'un ouvrage que vous faites paraître aux éditions La Découverte. Mais avant qu'on parle de l'ouvrage lui-même et de votre parcours, puisque c'est ça qui est restitué, et du combat contre l'islamophobie, qu'est-ce que vous pensez de cette campagne présidentielle qu'on peut regarder de votre point de vue de deux manières? Les thèmes identitaristes, anti-islam, ont finalement été mesurés par rapport à ce qu'on pouvait attendre, enfin craindre plutôt, par exemple, pendant la rentrée, après la séquence Burkini. Et en même temps, on a Le Pen au second tour, sans que ça déclenche beaucoup de gens dans les rues ou beaucoup d'alarmes, comme ça avait été le cas en 2002. Nous, on a un regard très distancié et très analytique sur la manière dont la campagne s'est déroulée et puis ce qui ressort des urnes. D'abord, pendant la campagne, effectivement, on n'a pas une campagne axée sur des thèmes identitaires, sécuritaires, islam, foulard ou autres. Et ça, c'est pas un choix consenti politique de raison ou de rassemblement de la part des principaux candidats. C'est aussi un accident politique, un accident de parcours où on a deux candidats principaux qui sont mis en difficulté, mis en incapacité de dérouler leur discours. Le premier, c'est Manuel Valls, qui fait une sortie de piste aux primaires et qui, à la fois pendant la primaire et dans son programme politique pour l'élection présidentielle, avait prévu de faire campagne là-dessus. Et puis le deuxième, c'est François Fillon, qui, malgré qu'il ait été sélectionné dans la primaire Les Républicains, se retrouve en très grande difficulté de déployer tout son discours sur le totalitarisme islamique, le communautarisme et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce qu'il est complètement entravé, empêtré dans ses affaires. Donc il n'y a pas une espèce de moment de grâce politique dans lequel les candidats se diraient « Ah tiens, si on arrêtait de diviser les Français et si on les rassemblait les uns avec les autres ». Non, il y a deux candidats principaux qui étaient dans cette configuration-là et qui sont écartés. Reste alors l'extrême droite, avec les couleurs du Front National, et puis des candidats, y compris à gauche, Jean-Luc Mélenchon, et puis au centre Emmanuel Macron, qui ne font pas campagne là-dessus et qui occupent cet espace politique-là. Donc ça, c'est pendant la campagne. Et puis, au sortir des urnes, moi j'ai un constat très froid et mitigé de ce qui se passe dans les résultats du premier tour. On a quand même 7,5 millions de personnes qui ont voté pour Marine Le Pen. C'est un record de voix pour l'extrême droite en France. C'est tout sauf le grand soir républicain qu'on aurait pu espérer. Si on ajoute à ça les voix qui ont été portées sur François Fillon, je rappelle qu'il y a eu à peu près 19,5%, quasiment 20%, ces personnes qui votent pour François Fillon, c'est des personnes qui votent pour un candidat dont la moralité n'est plus à discuter, n'est plus à questionner, qui a fait une campagne, y compris idéologique, et comme on ne peut pas dire qu'ils ont voté par défaut pour François Fillon dans cette configuration, ça veut dire que le niveau de consentement et d'adhésion idéologique à des thèses de droite dure, voire d'extrême droite, n'a jamais été aussi important dans notre pays. Et ça, c'est le fait politique majeur de ce premier tour. Donc si je ne comprends pas, vous n'allez pas dissoudre tout de suite le CCIF après cette campagne, même si elle n'a pas porté sur des thèmes identitaires. Vous appelez à voter Emmanuel Macron ? Moi, je ne donne jamais de consigne de vote. Je ne vais pas faire un mystère. Je ne pense pas que je vais voter pour Marine Le Pen au deuxième tour, mais je ne donne aucune espèce d'indication sur le fait que je vais voter Macron ou Blanc ou pas voter du tout, parce qu'il va se passer encore des choses dans les jours à venir qui vont peut-être forger ma décision de ce point de vue-là. Mais de manière générale, le message, il est double. Un, de jamais donner
donner de consignes de vote, parce que je pense que les gens sont C'est-à-dire qu'on suffisamment ne peut pas adultes. situer le CCIF sur une échelle des partis politiques, de l'échiquier politique tel qu'il existe en France. On ne peut pas Non. dire par exemple le CCIF est de gauche. Non, on peut pas dire ça. On peut dire que le CCIF a une culture de droits humains, et donc le CCIF est pour des questions de progressisme, d'égalité, de lutte contre les discriminations. Mais j'ose espérer que dans la France de 2017, c'est pas des thèmes qui sont exclusifs et très spécifiques à la gauche. Ça doit être des thèmes qui nous engagent tous. Et on peut même pas dire ça du point de vue sociologique, du point de vue des adhésions et des soutiens du CCIF, parce qu'il représente toute la diversité française, que ce soit dans les appartenances religieuses, culturelles ou idéologiques et politiques. Donc la question des droits humains, la question de l'égalité, on n'en fait pas une question de gauche à proprement parler, on en fait une question qui doit nous engager tous, et en même temps, notre indépendance, c'est aussi de ne jamais se retrouver dans des alliances partisanes avec tel ou tel parti, avec tel ou tel courant politique, et c'est ça qui nous permet de faire notre travail correctement. Et en même temps, on a appris des leçons du passé. Les mouvements antiracistes et les associations qui travaillaient sur ce sujet, par parfois leur collusion idéologique et politique avec des partis, se sont retrouvés en incapacité de dresser un constat critique lorsque c'était nécessaire. Donc nous, on ne signe de chèque en blanc à personne, on dressera un constat positif ou négatif de l'action gouvernementale du prochain président, et c'est ça qui garantit notre indépendance et notre sérieux sur le long terme. Et qu'est-ce que vous pensez quand même du discours d'Emmanuel Macron qui dit en substance, pour vraiment schématiser, entreprenez et vous ne serez pas discriminés? Est-ce que ça aurait parlé à l'étudiant en mathématiques que vous étiez? La proposition politique d'Emmanuel Macron, et là je parle à titre individuel et pas en tant que directeur du CCIF, elle a quelque chose qui met en valeur l'individualité, met en valeur le dépassement de soi, a clairement un prisme économique libéral, et à titre personnel, puisque j'ai plutôt des valeurs de gauche, je ne me retrouve pas nécessairement là-dedans. Je pense aussi que parfois ces réussites individuelles masquent des échecs collectifs. Donc l'espèce d'idée selon laquelle on va être un self-made man ou une self-made woman et qu'on va se dépasser et ainsi de suite et qu'on va être l'exemple même de la réussite qui est possible, ça c'est vrai, mais au sens statistique du terme, c'est une réalité marginale, positive et marginale. Et donc elle n'a pas valeur de modèle pour l'ensemble. Pire encore, elle peut permettre de masquer des échecs d'ensemble. C'est pour ça qu'il y a besoin, à mon sens, pas uniquement d'une politique libérale, mais aussi de prendre en compte des questions sociales beaucoup plus largement. Et là, donc pour venir à votre trajectoire, hein, parler pas seulement comme président du collectif contre l'islamophobie en France, parce que donc je le disais un peu en introduction, vous êtes passé par le monde des traders au début des années 2000, vous n'étiez pas totalement sur la même position, parce que vous dites ça a précisément été un endroit où les marqueurs d'origine, de religion, de race étaient sans doute moins discriminants qu'ailleurs. Bien sûr, le milieu de la finance, à la fin des années 90, au début des années 2000, c'est tellement compétitif qu'il y a un turnover énorme. Un turnover, ça veut dire qu'il y a tout le temps des gens qui rentrent, ils vont être sélectionnés sur leurs performances, sur leurs résultats, et donc très cyniquement, très basiquement, la finance de marché dans ces années-là, c'est un milieu opportuniste qui est beaucoup plus inclusif que des autres formes d'élitisme, que des autres formes de classe sociale et économique. C'est pour ça que la salle de marché de la Société Générale, au début des années 2000, elle inclut une beaucoup plus grande mixité sociale que d'autres corps d'élite de l'économie française. Néanmoins, au niveau individuel, et ça, du moins je parle pour moi dans ce cas-là, la première impulsion qu'on avait lorsqu'on terminait nos études, c'est comment décrocher un emploi. Et donc comment passer les barrières parfois de discrimination d'origine, d'adresse ou d'apparence qui pouvaient exister à l'époque déjà. Et puis ensuite, si on vient d'un entourage familial où il y avait des difficultés économiques, parfois une forme de précarité, on veut absolument se retrouver dans des situations où on est à l'abri du besoin financier. Donc il n'y avait pas de discours ou de vision idéologique de ce qu'était la finance de marché a priori. Il y avait l'idée qu'on allait pouvoir gagner notre vie correctement, qu'on était moins discriminés dans ces secteurs, et donc que c'était une façon facile d'accéder à la réussite qu'on nous présentait par ailleurs. Et c'est seulement à l'intérieur, une fois en situation professionnelle, en situation de responsabilité, qu'on se rende compte qu'il y a un décalage entre ce qu'on nous avait présenté et la manière, ce que ça coûte, y compris sur le plan humain et éthique, de travailler dans ce type de carrière. Et c'est pour ça que j'ai quitté ce milieu. Ouais. Parce que là, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une tension entre libéralisme économique et libéralisme culturel. Aujourd'hui, comment vous articulez ça, vous, du coup ? C'est difficile de dépasser ses propres déterminismes.
y compris ces récits familiaux. Donc, de par l'héritage paternel ou maternel, il y a eu cette double culture égyptienne et algérienne. D'un côté, une présence culturelle égyptienne, de l'autre, une présence politique à travers l'héritage de ma maman du côté algérien. Donc, il y a toujours eu ce souci de la libération des peuples. Il y a toujours eu ce souci des plus démunis. On est là, je suis la première génération qui n'a pas à travailler dans des jobs très pénibles pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Je fais partie de la première génération qui peut faire un choix de ce que sont des études ou de ce qu'est un parcours de vie. Quand je disais tout à l'heure que j'ai quitté la finance, c'est un luxe que je pouvais me permettre, parce que mes parents me soutenaient dans cette démarche, parce que mon épouse me soutenait dans cette démarche. Donc, il y a cette intersection, du moins dans mon parcours personnel, entre une forme de libéralisme sur le plan des opinions et des choix personnels. Je suis pour que tout le monde fasse comme il ou elle veut, qu'on choisisse tous nos parcours spirituels, politiques, idéologiques ou de la manière la plus libre qui soit. Et en même temps, pour moi, la notion de justice sociale, ça veut dire quelque chose. Et notre responsabilité pour ceux d'entre nous qui ont la chance de pouvoir faire des études, qui ont un capital social, économique, culturel ou autre, c'est aussi de tendre la main à ceux qui en ont besoin. Et aujourd'hui, dans la société française, ces inégalités sont suffisamment criantes pour que ça convoque notre responsabilité. Et vous écrivez quand même qu'aujourd'hui, donc là on est sur le présent et pas sur votre parcours à vous, le CCIF trouve souvent quand même des convergences avec les grandes entreprises du CAC 40 sur les questions de discrimination en tout cas. Comment l'expliquer? Est-ce que ça veut dire qu'il est quand même plus facile de lutter contre les discriminations dans le monde privé que dans l'espace public? Il y a deux choses. D'abord, le fait que les entreprises n'ont pas de sujet religieux. Elles ont un sujet performance, elles ont un sujet rapport avec les employés, elles ont un sujet d'accomplissement de leur mission, mais elles sont a priori pas des objets ou des centres de production d'un discours idéologique. Attention, sur les questions du religieux. Elles sont des espaces idéologiques par ailleurs, ceux justement de la performance, de la compétition, de l'exigence et ainsi de suite. Mais il n'y a pas de posture idéologique a priori des entreprises. Elles veulent décrocher des marchés, avoir les meilleurs employés, les meilleures équipes, accomplir leur mission de la meilleure façon qui soit, du point de vue de l'efficacité et de la visibilité. Et puis surtout, elles tiennent énormément à leur image de marque, au sens littéral du terme. Et donc elles sont très soucieuses de faire bonne figure sur la question des discriminations et de l'inclusion. Et puis ensuite, le fait d'avoir, y compris parmi les équipes du CCIF, salariés ou bénévoles, des gens qui viennent directement de l'entreprise, qui sont des managers, anciens directeurs, ingénieurs ou autres, ça permet de parler la même langue et d'arriver auprès d'eux avec des solutions pragmatiques. C'est pour ça que nos médiations, en général, sont couronnées de succès et qu'on arrive à résoudre des dossiers de manière apaisée, calme et méthodique. Alors vous avez déjà un peu commencé à aborder votre parcours, votre itinéraire. Comment est-ce qu'un enfant de Barbès, puisque c'est quand même là, votre enfance, né, vous l'avez dit, d'une mère algérienne, d'un père égyptien, passé ensuite par la fac Pasqua dans des études de maths, finit par se politiser jusqu'à devenir président du CCIF? Il y a deux passages importants. D'abord l'éducation familiale, ça on en a parlé tout à l'heure, et puis le passage à l'âge adulte entre guillemets, pas à la maturité, pas à la majorité numérique en quelque sorte, mais au moment où je suis en situation de responsabilité. Techniquement, quand je termine mes études, que je suis embauché par la Société Générale, que je suis détaché à Tokyo dans une salle de marché là-bas, du point de vue familial, c'est censé être la fin du récit. Mes parents se sont dépassés pour sortir d'une condition économique ou politique difficile. Leurs enfants ont réussi en décrochant un diplôme puis un emploi. Donc techniquement, c'est la fin du récit. Sauf que pour gagner de l'argent dans des systèmes financiers qui sont des jeux un petit peu à somme nulle, pour que nous on gagne de l'argent, il faut que l'économie argentine ou l'économie sénégalaise ou l'économie malaisienne soit impactée par ça. Donc dès qu'on commence à regarder les conséquences de ce que l'on fait sur l'économie réelle et sur la vie des gens, ça convoque une responsabilité. À mon sens, et dans mon parcours personnel, une responsabilité morale et éthique.
étant personnellement croyant, ça je ne m'en suis jamais caché, c'est compliqué pour moi de travailler pendant 10-12 heures par jour pour une banque de marché, et puis le soir de me retrouver dans un temps spirituel ou dans un temps religieux dans mon foyer. Je voyais une incohérence directe. Donc pour moi, la politisation, elle commence à ce moment-là, au moment où on se dit, on a une responsabilité en tant qu'être humain, en tant que citoyen. La manière dont je gagne mon argent, la manière dont je le dépense, la manière dont j'utilise mon temps, mes ressources, mes compétences, elle convoque une responsabilité. C'est à partir de ce moment-là où je commence à m'engager un petit peu dans des associations. Et puis je rentre au CCIF, plutôt par accident. Ils avaient besoin de quelqu'un pour traduire un discours. Et moi, je me suis dit, je vais faire une bonne action, je vais donner 1 heure de mon temps. Sauf qu'en lisant les rapports pour pouvoir faire la traduction du discours correctement, je me rends compte qu'il y a une réalité qui est gigantesque, qui est énorme, qui est indépassable. Et j'arrive pas à détourner les yeux de ça. Donc je m'investis 1 heure, puis une demi-journée par semaine, puis ça prend l'essentiel de mon temps. Mais c'est aussi là où j'ai tout appris. J'ai appris à transférer mes connaissances en mathématiques en les appliquant aux sciences sociales, j'ai appris le droit, j'ai appris à m'exprimer en public, j'ai appris la diplomatie, toutes ces choses qui sont de l'ordre de l'analyse politique, je ne les ai pas apprises dans des bouquins, je les ai apprises sur le tard au CCIF pour faire mon travail correctement. C'est comme ça que je me suis engagé. Il y a quand même 2 dates dont vous parlez dans le livre sur lesquelles j'aimerais qu'on revienne, c'est 2001, le 11 septembre, et 2004, la loi sur le voile en France. Comment elle vous impacte, ces 2 événements? 2001, on est en stage, donc pendant les études, il y avait un stage intermédiaire qu'on devait faire en entreprise et j'étais déjà à la Société Générale à ce moment-là. Et puis il y a les attentats qui ont lieu à New York et Washington et on les voit sur les écrans de CNN en pleine salle de marché. Et de la manière la plus méthodique et la plus disciplinée qui soit, dans les 15 minutes qui suivent, on réajuste toutes nos positions pour veiller à ce que la Société Générale ne sorte pas perdante de ça. C'est une pratique standard, ça fait partie des scénarios de risque qu'on a à gérer, des catastrophes naturelles, des attentats, des guerres, des crashs financiers. Pareil. Donc on sait gérer ça. Mais le niveau de cynisme et de détachement avec lequel ça se produisait et ça se mettait en place, personnellement, ça me choquait sur le plan personnel. Et c'est la première fois où vraiment il y a eu une entaille très profonde dans ce que je pensais des entreprises de manière générale et de la banque de manière particulière. Et puis 2004, c'est le moment où, fin 2003, début 2004, c'est le moment où il y a toutes les discussions autour de la loi sur le foulard, qu'on appellera la loi sur les signes ostentatoires à l'école. Et on est en train de regarder le débat, et puis de manière très pernicieuse, dans le débat public, y compris à gauche, et en particulier dans les corps d'enseignants, dans les associations d'enseignants, au fur et à mesure, il y a un récit qui se met en place. Les jeunes femmes qui portent le foulard sont forcées, et pour les libérer, nous devons l'interdire. Et l'idée, elle n'est pas du tout spontanée dans un référentiel de gauche. L'idée qu'on va renvoyer des jeunes filles de l'école et on va leur expliquer que c'est pour leur bien, cette idée, elle n'est pas du tout immédiate, elle n'est pas du tout spontanée. Et on voit de manière méthodique, au fur et à mesure, des cercles politiques basculer dans cette opinion éradicatrice, et on n'en est jamais sorti. Ça fait 30 ans qu'on est dans ces débats textiles depuis les premières affaires du voile à Creil dans la fin des années 80. On ne peut pas dire que le sujet laïcité ou bien le sujet visibilité religieuse soit plus apaisé aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. On a ouvert une boîte de Pandore qu'on n'a jamais réussi à refermer. Donc 2004, pour moi, c'est une date décisive dans le sens où c'est à partir de ce moment-là que vraiment l'exclusion et le ciblage particulier des femmes qui portent un foulard va devenir quelque chose de quasiment consensuel. Il y a encore donc des dates, un nom, parce que j'ai dit que vous étiez le diable, mais j'ai exagéré pendant longtemps, vous aviez le diablotin, parce qu'il y avait le grand diable qui était Tariq Ramadan. C'est quand même quelqu'un qui vous a influencé, enfin, c'est quoi, dans votre parcours, comment il joue? J'ai observé pendant des années la manière dont il a été traité juste sur le strict plan médiatique. Et c'était intéressant de voir en fait le décalage entre la réalité du travail d'une personne et la représentation qui en était faite. Surtout que c'est pas quelqu'un d'abstrait qui sort du néant, c'est quelqu'un qui a une production universitaire, c'est quelqu'un qui est enseignant, et c'est quelqu'un qui a rempli une fonction très particulière et très précise pendant les années 90 et le début des années 2000.
il s'est occupé d'une forme, il s'est attaché à développer une forme d'éducation populaire sur les questions citoyennes et religieuses pour des jeunes musulmans européens. Donc tout son travail, du moins la compréhension que j'en ai eue, c'était de produire un discours qui va être axé sur des valeurs, sur une éthique et sur une spiritualité inspirée de l'islam, et de démontrer qu'il y a une totale compatibilité entre ces valeurs, cette éthique-là, et un héritage culturel, politique, citoyen et social européen. Et donc, pour moi, c'est ça la contribution majeure, et je fais partie d'une génération qui a pu écouter des cassettes, regarder des conférences, assister à des séminaires de Tariq Ramadan, et j'ai jamais eu, à titre personnel, la moindre observation de double discours, ou de malveillance, ou de dissidence vis-à-vis de ce qu'on appelle le vivre ensemble aujourd'hui. Donc c'est particulier d'avoir observé ça, et ça m'a enseigné beaucoup de choses sur la manière dont je devais conduire mon travail aussi. Parce qu'il y a cette idée que dès qu'une femme ou un homme noir, arabe, musulman, rom, dès que quelqu'un va s'exprimer d'une manière qui n'est pas docile, d'une manière qui vient faire bouger les lignes, il va y avoir une volonté de diaboliser cette personne, parce qu'il y a un certain nombre d'élites qui sont tellement habituées à dominer que le simple fait qu'on s'exprime à la première personne et en désaccord avec eux, c'est déjà trop, c'est insupportable. D'où l'ensemble des accusations et des calomnies dont parfois on peut faire l'objet. Comment sortir de l'accusation qui vous est souvent faite d'avoir un agenda caché en termes d'islamisation de la France, ou du moins de nature de l'islam que vous défendez? Parce que si vous aviez un agenda caché, vous ne le diriez pas. Le point, il est que quand on met en cause et quand on tient ce type de calomnie, ça ne dit rien de moins, mais ça dit tout des personnes qui produisent ce type de discours. Qu'est-ce qui permet de postuler a priori qu'une personne, sur la base de son islamité ou de son arabité, va avoir un agenda détourné? C'est le cœur même de la théorie de l'islamisation et du complot musulman. Le fait de postuler que quelqu'un, parce qu'il est juif, parce qu'il est musulman, parce qu'il est arabe, va avoir un agenda détourné. Que s'il s'exprime correctement, c'est justement la preuve qu'il maîtrise ses codes de communication et qu'il les utilise pour manipuler les esprits. C'est le fondement même de la théorie du complot. C'est le fondement même de la diabolisation dont on peut faire l'objet à un moment donné. Moi, j'ai pas de preuve à donner à qui que ce soit, parce que depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis rendu coupable d'aucun acte de manipulation ni de mensonge. On travaille dans la transparence la plus totale, que ce soit du point de vue du financement, du point de vue des actions. J'écris l'ensemble de ce que je pense, et je pense l'ensemble des choses que j'écris. L'ensemble de mes conférences sont disponibles pour la plupart en ligne. Elles sont ouvertes à un public le plus large possible. Et justement, c'est ça qui pose problème. Puisqu'on n'arrive pas à nous prendre en défaut sur un plan politique ou idéologique, puisque la revendication qui est la nôtre, puisque le constat et l'analyse qui est la nôtre est substantiée, documentée, argumentée de manière méthodique, la seule manière dont on peut l'écarter d'un revers de la main, c'est de mentir à son propos. Et ça explique la manière dont, sur le plan médiatique, parfois on va être traité. Alors vous décrivez bien dans le livre cette tenaille dans laquelle les musulmans de France sont souvent pris, au sens où on leur demande à la fois de se fondre dans la République, de ne pas apparaître comme communauté, et on leur demande des fois, par contre, de se désolidariser en tant que musulmans quand un acte est commis terroriste au nom de l'islam. Est-ce que pour autant, vous jugez que les attentats terroristes, ça veut dire qu'ils n'auraient rien à voir avec l'islam, et que les musulmans n'auraient pas une responsabilité particulière dans le fait de combattre les extrémistes en son sein? Moi, je ne fais pas d'exception musulmane dans le passage à l'acte criminel, ou en l'occurrence à l'acte terroriste. Donc j'étudie les choses dans leur ensemble. Et puis, s'agissant de cette forme de terrorisme-là, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Il y a bien des gens qui tuent et qui se revendiquent d'une référence islamique. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce référentiel-là est explicatif dans leur passage à l'acte? Est-ce que c'est une justification a posteriori, une forme d'investissement d'un discours idéologique et politique pour expliquer et légitimer leurs actes, qui sont d'abord des actes politiques, qui sont d'abord des actes de pouvoir, des conquêtes territoriales, des mises sous le joug d'une idéologie ou de chef de guerre? Donc est-ce qu'il y a un pouvoir explicatif de cette islamité-là, ou est-ce qu'il y a un habillage idéologique par cette islamité-là? Et moi, je fais la distinction entre deux choses. La lutte contre le terrorisme, avec des moyens policiers sérieux, des moyens de renseignement, des moyens analytiques, et surtout des moyens ciblés sur des menaces réelles. Ça, c'est une chose. Et puis ensuite, la manière dont on va traiter le fait religieux et l'expression et la pluralité des opinions religieuses. Donc, si on se concentre sur les profils des terroristes qui sont passés à l'acte pendant les 4 ou 5 dernières années, on
on se rend compte qu'ils ne sont pas particulièrement marqués par une éducation religieuse islamique très approfondie. On n'a pas des savants musulmans. On a aussi, en gros, la nébuleuse autour de Mohamed Merah qui était quand même dans un processus d'islam très salafiste. Donc oui, on a différents cas. On a une pratique religieuse, mais le passage à l'acte criminel, ceux qui sont passés à l'acte, y compris en tuant, y compris en agressant, en posant des bombes, en tirant à vue sur des gens, ils l'ont pas fait comme un résultat d'un processus d'éducation religieuse dont l'aboutissement serait en fait cette forme d'action. Au contraire, pour ceux qui ont rejoint les rangs de Daesh et qui ont rejoint des groupes terroristes, c'est plutôt le déficit d'éducation, y compris politique, y compris intellectuelle, y compris religieuse, qui va être quelque chose de très marquant. Mais il y a un risque majeur en fait dans la collusion entre les deux. C'est que à mélanger le religieux avec le sécuritaire, on va noyer les sécuritaires. C'est-à-dire que quand on parle de radicalité plutôt que de criminalité, on va parler de dizaines de milliers de personnes, puisque notre définition de la radicalité est tellement large. En fait, on parle de radicalité pour parler d'un désaccord politique ou d'un désaccord idéologique. Et donc tous les gens qui ont une pratique religieuse qui ne nous convient pas sur le plan de l'opinion, dans leur orthodoxie, dans leur façon de s'habiller, dans leur façon de se définir, on va les classifier comme radicaux. Et ça fait qu'on parle de dizaines de milliers de personnes. Et donc quand on envoie nos services de renseignement et nos services de police pour surveiller les gens, ils ne peuvent pas surveiller les gens correctement parce qu'ils doivent en surveiller chacun des centaines. Et c'est ça qui fait qu'à posteriori, lorsque des attentats sont commis, on se rend compte que telle personne était fichée S. Oui, il l'était, mais il l'était à côté de centaines d'autres innocents. Et parce qu'on était trop occupés à se dispatcher sur les uns et les autres, on n'a pas vu cette menace venir. Et de la même manière, on criminalise des comportements qui sont des pratiques et des engagements religieux avec lesquels on peut être en désaccord sur le plan idéologique, mais qui, jusqu'à preuve du contraire, n'ont strictement rien de criminel. Être rétrograde, être traditionnaliste, parfois même être sexiste, si ça ne se traduit pas par des comportements de discrimination, de violence, d'hostilité ou de menace, c'est pas quelque chose d'illégal. Or, en France, on a des textes de loi qui punissent de la manière la plus sévère toute forme de coercition, toute forme de discrimination, toute forme de comportement fautif. Je suis pour qu'on en reste à la loi et qu'on dote nos moyens de police de la capacité de travailler de manière ciblée et efficace. Voilà. Alors sans doute le filet a des grosses mailles et je comprends, on n'a pas demandé aux bouddhistes de se désolidariser des bouddhistes extrémistes de Birmanie qui s'en prennent aux Rohingyas et aux musulmans. On n'a pas demandé à tous les chrétiens de se désolidariser des terroristes, en tout cas des criminels qui des fois se revendiquent de la religion. Après, on est dans un moment où la plupart des actes terroristes sont commis par des gens qui le font au nom de l'islam. Et du coup, moi, ma question, c'est évidemment qu'il ne faut pas distinguer pratique religieuse et pratique criminelle, même, le terme de radicalité englobe trop, mais est-ce que quand on est quand même face à des pratiques religieuses qui font qu'il y a une sorte de sécession vis-à-vis de la société, parce que la plupart du salafisme est quiétiste en fait, et, est-ce que là il y a une responsabilité propre des musulmans à je dirais, définir, en son sein, contenir les extrémistes, dont on sait que toute religion peut en produire. Il y a une responsabilité de la part des communautés musulmanes. Je parle des communautés au sens pluriel du terme, parce que pour moi, il n'y a pas une communauté sociologique de fait, mais il y a des communautés locales. Cette responsabilité, c'est de se dire qu'on a quand même un enjeu, en 2017, d'organisation et du culte musulman, et puis aussi de représentation de ce culte et de ces communautés locales, d'accès à l'éducation. Donc le fait d'organiser les infrastructures religieuses de la manière la plus efficace, la plus transparente, la plus ouverte possible, et la plus audible possible, ça c'est un travail de fond, c'est un travail de génération. Il est déjà très largement entamé, et partout où je vais en France, je vois des communautés locales, des associations locales qui travaillent dans ce sens. Maintenant, pour gérer au niveau national l'ensemble de ces structures, les faire se coordonner entre elles, il y a vraiment un défi qui est important. Parce que là, en fait, en gros, on était dans un modèle, on va dire, d'islam consulaire, organisé par les pays d'origine, et on ne l'a pas tellement remplacé. Mais là, il y a toute une réflexion sur l'islam de France. Vous y croyez aujourd'hui ? En fait, dans le bouquin, j'essaie d'expliquer qu'il y a un islam et des musulmans, et que la principale caractéristique sociologique, s'il devait y en avoir une,
dans les communautés musulmanes, ce serait cette diversité immense. Mais il y a un blocage qui est parfois aussi institutionnel. C'est que vous évoquiez à l'instant la notion d'islam consulaire. L'islam consulaire, pour le pratiquer, il faut être deux. Il faut être les pays d'origine, puis il faut être le pays d'accueil, en l'occurrence la France. Et donc dans cette médiation de la relation à l'islam consulaire entre les pays d'origine et le gouvernement français, il y a eu la façon de gérer le culte musulman pendant les 3 ou 4 générations passées. Donc par des petits arrangements avec les pays d'origine, on a maintenu sous contrôle, contrôle dans tous les sens du terme, régulation, surveillance ou autre, la façon dont le tissu associatif musulman en France s'organisait ou pas. Et donc les gens dont je disais tout à l'heure qu'on devrait les entendre plus, ils existent dans la société, ces universitaires, ces entrepreneurs, ces ouvriers musulmans, ces artistes, ces dignitaires religieux, ces enseignants, ces enseignantes, ils existent. Ils parlent la langue française, ils sont disponibles et ils sont présents sur tout le territoire. Donc la question, c'est pourquoi est-ce que ce n'est pas eux qui sont en situation de représenter et d'organiser le culte qui est le leur en premier lieu. Et on voit que dès qu'il y a une tentative dans ce sens, d'autonomie, d'organisation, de liberté, du point de vue associatif, et y compris du point de vue communautaire local, il va y avoir un blocage direct du point de vue institutionnel. Pourquoi ? Parce que dès lors que les communautés musulmanes locales s'organisent, elles ont un pouvoir, le pouvoir de se représenter, le pouvoir de construire des projets, et ça vient toucher à quelque chose d'essentiel dans la manière dont les élites ont fonctionné jusqu'à présent. Il n'y a pas d'exception musulmane, encore une fois. C'est vrai pour le milieu ouvrier, c'est vrai pour les quartiers populaires, c'est vrai pour toute catégorie de la population qui serait tentée de se mettre en capacité et de réclamer une égalité réelle et pas juste un simple slogan. Alors je laisserai, parce qu'on arrive déjà vers la fin de cette émission, les spectateurs consulter, acheter le livre pour aller plus précisément dans le combat du CCIF que vous décrivez, dans la nature de l'islamophobie, dans la manière de voir en quoi c'est un racisme, et ça c'est une partie très intéressante du livre, où vous montrez que c'est pas non plus le racisme anti-arabe, anti-noir que vous avez pu vivre dans votre jeunesse, enfin que ça se reconfigure. Voilà, tout ça c'est dans le livre, mais je voudrais quand même finir avec une question, parce que je pense que c'est ça aujourd'hui qui, à la fois scinde et tenaille une partie du camp progressiste, enfin, qui se vit comme tel, qui est le rapport de la gauche, d'une partie de cette gauche à l'islam. Et vous décrivez ça comme une dérive voilà, d'une partie de ce camp-là qui a pu penser être... défendre les potes, comme on disait, et aujourd'hui que vous rangez vraiment dans le rang des islamophobes. Il y a 2 questions en fait, c'est comment vous expliquez cette dérive, et deuxièmement, comment on parle alors à ces gens-là qui malgré tout se disent oulala, la liberté d'expression elle est menacée à partir du moment où des terroristes sont capables de décimer une rédaction pour quelques dessins, et après tout la laïcité c'est quand même important, ça a permis d'organiser le territoire français. Donc qu'est-ce qu'on leur dit un peu plus que en fait vous êtes des islamophobes qui ne le comprenaient pas? D'abord, je ne fais pas une généralité de l'ensemble de ces groupes, y compris politiques, y compris à gauche. Mais je dis que l'idéologie islamophobe, si tant est qu'elle émerge à l'extrême droite, elle se retrouve très largement distribuée sur l'ensemble de l'échiquier politique, avec une capacité de chaque parti et de chaque courant idéologique à recomposer une façon de construire un problème musulman. L'extrême droite va le faire sur un terrain identitaire, la droite va le faire sur un terrain sécuritaire, une certaine gauche, disons dans le courant de Manuel Valls, Elisabeth Badinter, Caroline Forest ou autres, va le faire sur le terrain d'un dévoiement de la laïcité et du féminisme à des fins d'exclusion ou de diabolisation des musulmans, et puis y compris dans certaines franges de la gauche de terrain, sur un mode parfois marxiste, irreligieux, qui devient anti-religieux. Donc je dis une chose, que les idéologies islamophobes ne sont pas l'apanage d'un parti et se retrouvent très largement ailleurs. 2, que peut-être qu'il faut relire les valeurs de gauche, relire cet héritage-là et le transposer dans la réalité. C'est que l'égalité, quand c'est un slogan vain, la liberté, lorsque c'est un slogan sur le fronton de nos mairies, qui ne se traduit pas dans une réalité, ça devient une insulte. À force de l'entendre à longueur d'année, à longueur de programmes scolaires, sans que ça se traduise dans le monde réel, c'est comme si c'était dans le meilleur des cas une incantation, dans le pire des cas une insulte, un déni de réalité. Or, la conséquence de l'égalité, c'est aussi d'être capable d'entrevoir que des personnes puissent s'émanciper de manière différente de la nôtre. Peut-être qu'une personne va être athée
Et pour elle, l'émancipation et la liberté, c'est de prendre une distance avec un religieux qui parfois a été trop normatif, trop dans le contrôle, trop dans l'hégémonie, parce qu'on se réfère toujours à l'Église catholique comme le modèle de cette hégémonie-là. Mais il se peut tout autant qu'une personne, à partir de sa chrétienté, à partir de son islamité ou de sa judaïté, puisse entrevoir un rapport de libération, un rapport d'émancipation, quelque chose qui va chercher, va puiser dans la spiritualité pour donner de la force et du courage pour mener des luttes. Mener des luttes pour l'égalité, mener des luttes pour un meilleur contexte social et économique. Donc être à égalité, c'est aussi entrevoir cette possibilité-là, et que ni les quartiers populaires, ni les musulmans, ni les noirs n'ont besoin qu'on parle pour eux, ils ont besoin qu'on leur donne le microphone. Ces gens-là, ils sont dans le monde réel, et il est bien temps qu'ils soient aussi dans l'espace de représentation, qu'il s'agisse d'un espace politique ou médiatique. Peut-être que si j'avais un message à adresser à cette gauche-là, ce serait parfois de prendre conscience de leurs propres privilèges, parfois de leurs propres stéréotypes, et de faire, de la même manière qu'on invite les musulmans aujourd'hui à le faire, leur petite révolution copernicienne, et de se rendre compte qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui est plurielle, qui est diverse. On est en 2017, on a des enjeux suffisamment importants, éducatifs, environnementaux, socio-économiques, pour être capable de se rendre compte que nos différences sont une richesse. Et que être à égalité, c'est accepter de l'autre le respect et lui adresser ce respect, quelle que soit son opinion, tel qu'il est et non tel qu'on voudrait qu'il soit. Au bout du compte, c'est ça l'égalité républicaine à laquelle on appelle chacun de nos vœux. Voilà. Je crois que vous avez fait l'usage un peu du microphone, en tout cas qu'on vous a tendu cette fois-ci. Ça me rappelle un autre microphone la semaine dernière sur France Culture où Alain Finkielkraut était très choqué par le titre de ce livre. Nous aussi sommes la nation. Un mot sur le titre ? Alain Finkielkraut, il n'aime pas les parenthèses. Il y a cette relation qui devient presque affective avec Alain Finkielkraut. L'islam apparemment est au centre de sa vie et les musulmans sont au centre de son existence. Au bout d'un moment, il va falloir dépasser un petit peu ça. Mais le titre, il interpelle, il est juste une relecture du serment du jeu de paume, lors duquel des parties très différentes de la population française s'étaient réunies pour dire « nous sommes la nation ». Et nous, ce qu'on a fait au CCIF dans une campagne qui questionnait les stéréotypes et la notion d'identité, c'était de représenter une France qui est plurielle, des foulards, des kippas, des turbans, des couleurs de peau, des origines, des codes vestimentaires différents, et de dire que cette population clamait « nous aussi sommes la nation ». Pas la nation, c'est nous. Pas une revendication de possession ou de contrôle de la nation, mais de dire que ce pays, il est aussi construit avec eux, ils définissent ce pays comme n'importe quel autre citoyen, ni plus ni moins. Et c'est quand même assez terrible, et c'est pour ça que je disais qu'on dépasse la rationalité, on est plus dans l'affect, que Alain Finkielkraut et des gens qui pensent comme lui ne voient qu'une revendication identitaire là-dedans. Il cherchait des Arabes, il cherchait des musulmans, il cherchait des Noirs, et ils n'y ont trouvé que des Français. C'est aussi la façon de questionner leurs propres stéréotypes. Donc, nous aussi sommes la nation, c'est publié aux éditions La Découverte et ça contient tout l'agenda caché et pas caché de Marwan Mohamed. Merci beaucoup. Merci à vous.